Alors, il est temps d'ouvrir la deuxième partie de cette soirée Trophée Force Award, une soirée qui, je le rappelle, vient conclure les rencontres régionales de la recherche et de l'innovation. Donc, nous allons parler cette fois de la collaboration entre le monde académique et le monde des entreprises. Alors, quelles sont les clés d'une collaboration réussie? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Donc, j'accueille donc pour en parler un premier binôme composé d'un entrepreneur et d'un représentant du monde de la recherche. Alors, il s'agit de Patrick Calife, directeur de la R&D au sein de l'entreprise Intech Medical, et de Olivier Duclou, directeur du CEATech Hauts-de-France. Bonjour, bonsoir, pardon, comme vous voulez. Alors, je crois qu'il y a Patrick Calife qui est en visioconférence avec nous, c'est bien ça. Et vous êtes présent avec nous, Olivier Duclou. Donc, merci pour votre participation tous les deux ce soir. Vous allez nous éclairer sur les clés d'une collaboration réussie. Alors, une première question pour Patrick Calife d'Intech Medical. Qui est cette société? Quelle est son activité? Et sur quel projet d'innovation d'entreprise a-t-elle fait l'objet d'un accompagnement? Alors, Patrick Calife, je vous passe la parole sur le sujet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, Intech Medical est une société basée à Rendu-Fliers, dans le Pas-de-Calais, où la société a été fondée il y a 20 ans. Donc, Intech est aujourd'hui un groupe international avec des sites aux États-Unis et en Asie et un peu plus de 850 salariés aujourd'hui dans le monde. Le groupe Intech aujourd'hui est l'un des leaders mondiaux pour le design et la fabrication d'instruments chirurgicaux orthopédiques, principalement pour la colonne vertébrale. Donc, nous servons les acteurs majeurs de ce domaine avec une expertise reconnue dans la conception et la fabrication de produits métalliques complexes. Je l'ai dit, l'un des leaders mondiaux, sachant que le reste du top 10 aujourd'hui est américain. Donc, on est la seule société européenne et française à concourir sur ce secteur pointu. Et donc, l'innovation a toujours été notre élément différenciant. Et il nous a paru indispensable, il y a à peu près 5 ans, de prendre le virage des objets intelligents et connectés et de faire entrer l'Internet des objets au bloc opératoire. Donc, nous avons débuté il y a 5 ans le développement d'un module électronique que nous avons appelé Wavio, qui est un module embarqué dans un instrument ou dans un container de transport ou de stérilisation. Et ce module joue le rôle d'une boîte noire avec un certain nombre de capteurs pour tracer l'utilisation et les événements inattendus que peuvent voir ces boîtes ou ces instruments au bloc opératoire ou durant leur transport. Et donc, on accède aux événements enregistrés de manière sans fil. Cette communication est devenue répandue dans toutes nos applications quotidiennes, comme on a pu le voir avec Orange précédemment. Mais dans notre cas, elle est faite dans un environnement très contraignant. Les instruments sont métalliques, les modules sont dans des boîtes fermées et métalliques, et l'ensemble de ces produits subissent des très hautes températures pour la stérilisation. Et donc, c'est pour faire face à ces challenges techniques que nous nous sommes rapprochés de CEATech pour développer ces antennes de communication en environnement contraignant. Merci Patrick Calife. Alors, je pense qu'Olivier Duclou va pouvoir du coup nous en dire plus sur ce rapprochement avec le CEATech et la manière dont vous avez accompagné Intech Medical, ce que vous leur avez proposé. Oui, alors sur le CEATech, alors le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, c'est un organisme de recherche, appliqué qui fait de la recherche pour les industriels, alors du domaine du nucléaire et de plus en plus en dehors du domaine du nucléaire. Alors pour faire ça, on a besoin de quoi? On a besoin de matériel, on a besoin donc de plateformes qui sont dédiées à la recherche industrielle, c'est-à-dire capables de mettre en œuvre des technologies dans des environnements qui ressemblent à l'environnement industriel. On a besoin de compétences. Alors au CEA, en fait, on structure nos compétences autour de chercheurs, mais aussi d'ingénieurs qui sont capables de parler le langage des industriels et de faciliter le transfert des technologies. Et puis, on a besoin aussi d'un socle technologique fort, c'est-à-dire des briques technologiques assez matures, assez avancées dans leur développement pour être facilement intégrables chez l'industriel, et puis aussi qui sont protégées par un certain nombre de brevets. Voilà. Alors, en Hauts-de-France, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a une toute petite antenne en Hauts-de-France qui va forcément grandir, bien sûr. Comment on fait ce transfert-là? Notre mission, nous, en Hauts-de-France, c'est de faciliter le transfert des briques technologiques du CEA vers les industriels du territoire régional.
On fait ça de deux façons principales. On va chez les industriels, parce que c'est pas magique, en fait, il faut aller faire ce transfert, il faut aller les voir, les industriels, comprendre leurs besoins, leur expliquer que l'innovation, elle est accessible à tous et qu'il ne faut pas en avoir peur. Et effectivement, après, aller visiter les sites de production et leur expliquer potentiellement ce qu'on peut faire avec. On les écoute énormément, ces industriels, et on les fait formuler leurs besoins. Alors, l'avantage quand on est au CEA, effectivement, c'est qu'on a un spectre technologique très large, et donc on est capable forcément de trouver des solutions. Et puis après, on accompagne ces industriels dans leur process d'innovation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, identifier les bonnes briques technologiques pour leur permettre de se différencier, d'apporter de la valeur. Et puis, on va monter avec eux un contrat de collaboration directe. Les modalités de financement qui vont avec, parce qu'effectivement, il faut travailler sur ce risque-là. Et puis, on va les accompagner jusqu'au transfert industriel. Voilà. Donc, on va livrer des prototypes fonctionnels. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, ce qu'on fait aujourd'hui en Hauts-de-France, c'est qu'on monte des activités propres de recherche très, très applicatives qui sont là pour mettre, donc en particulier aujourd'hui dans le domaine des technologies numériques pour la supply chain, donc pour la logistique, une filière industrielle forte en Hauts-de-France. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre à disposition des briques technologiques très applicatives pour faire émerger des usages dans des écosystèmes industriels qui n'ont pas l'habitude d'innover. Voilà. On appelle ça donc des démonstrateurs, c'est montrer que la technologie fonctionne pour faire émerger des projets dans des écosystèmes qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès à cette innovation-là. Voilà, et c'est comme ça qu'effectivement, cette démarche avec Intech a été montée. On est allé les voir, on a compris ce qu'ils voulaient faire, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un match parfait entre ce qu'effectivement les équipes d'ingénieurs, chercheurs du CEA étaient capables de faire et les besoins d'Intech. Et on a monté ce beau projet qui permet a priori aujourd'hui à Intech de se développer au-delà d'un marché initial, de créer un nouveau marché finalement. Alors, comment s'est passée la prise de contact? Comment vous avez identifié Intech? Comment Intech vous a potentiellement identifié? Et combien de temps ça prend ce travail avec une entreprise à partir du moment où vous y allez et vous identifiez un besoin qui pourrait donner lieu à un transfert de briques technologiques? Alors, pour identifier des partenaires, nous, on s'appuie bien sûr beaucoup sur les acteurs de l'écosystème, les acteurs existants, les pôles de compétitivité, les pôles d'excellence, les réseaux existants, les réseaux d'industriels. Certains nous contactent aussi directement. Après, sur le montage de l'affaire, souvent, il faut à peu près 9 mois pour montrer, effectivement, c'est comme un bébé, il nous faut 9 mois pour arriver de la formulation du premier besoin jusqu'à effectivement à la contractualisation. Et puis, ces étapes d'accompagnement, en fonction du besoin technique et puis de la complexité, elles vont durer entre 6 mois et puis même parfois 3 ans, avec des budgets qui sont effectivement très élastiques en fonction de ce qu'ont besoin de faire les industriels. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les industriels, le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'ils ont besoin de dérisquer deux choses, le risque technique. Donc, on va monter d'abord souvent une phase de développement en deux phases. Une première phase de faisabilité qui permet d'être sûr qu'effectivement on va dans le bon sens, et puis après on part sur une phase de développement. Et puis le risque financier qui est effectivement en particulier pour les PME difficile. Et donc on va justement avec les acteurs de l'écosystème, BPI France, d'autres acteurs, trouver les modalités pour cofinancer ou aider au financement de l'action. Alors, Patrick Calife, en tant qu'entrepreneur, enfin en tant que, en tout cas, membre de l'entreprise, quels sont les avantages qu'Intech Medical a pu retirer de cette collaboration avec le CEA Tech? Alors, le premier avantage, c'est évidemment l'accès à une expertise pointue. Donc, comme je l'ai dit, on est très reconnu sur le marché de l'usinage et de la fabrication de produits métalliques, mais évidemment absolument pas dans celui des antennes connectées, des radiofréquences. Donc, on a eu accès, grâce au CEA, à cette expertise, à des moyens techniques de simulation numérique, également à des moyens physiques d'essai. Ils ont utilisé, par exemple, une chambre anéchoïque qui permet d'analyser les champs électromagnétiques de façon optimale, et donc, dans notre cas, d'optimiser l'efficacité de l'antenne de communication qui était intégrée à nos instruments. Je dois aussi appuyer sur la qualité des échanges techniques et également la pédagogie dont a fait preuve le CEA. C'est-à-dire qu'au-delà de ce projet particulier, ça a permis à mes ingénieurs en interne de progresser et de comprendre les subtilités techniques des radiofréquences pour continuer à faire évaluer le produit. Aujourd'hui, on s'apprête à mettre sur le marché la première génération, mais on a évidemment d'autres générations de produits dans les cartons et sur lesquels on a pu continuer à avancer grâce aux connaissances transmises par le CEA durant les échanges. La qualité des livrables aussi nous a aidé à construire des dossiers techniques. On est dans le milieu du dispositif médical, donc on a évidemment des contraintes très fortes sur les validations pour pouvoir mettre un produit sur le marché. Et donc la qualité des dossiers techniques
qui nous ont été transmis a accéléré grandement la mise à disposition aux autorités des documents de validation. Merci à tous les deux. Pardon, excusez-moi, continuez, je vous en prie. Non, juste pour finir, je l'ai dit, on est en concurrence assez serrée avec des acteurs américains qui n'hésitent pas également à accélérer le mouvement sur des domaines précis quand ils voient qu'il y a un concurrent qui sort du lot. Et donc, cette collaboration avec le CEA nous a certainement donné un temps d'avance significatif sur ses concurrents et également la caution d'une institution de recherche française mondialement reconnue. Et je pense que le label CEA aujourd'hui, quand on présente notre projet, il a un poids certain. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. Donc, on retiendra que le CEA est un des outils à disposition des entreprises qui ont un besoin technologique et ça permet d'améliorer éventuellement leur compétitivité ou donner en tout cas un avantage, comme pour Intech Medical, par rapport à la concurrence. Merci. Absolument. Je vais accueillir le deuxième binôme sur ces témoignages. Alors, il s'agit d'Antoine Huchet, dirigeant de l'entreprise Huchet-Treuil, et Pascal Alberti, directeur de l'innovation et du développement territorial pour l'Université de technologie de Compiègne. Est-ce que tout le monde est en visio pour ce… Oui. Oui, tout le monde est en visio. Donc, bonjour à vous deux. Alors, merci d'être là, présent en visioconférence avec nous ce soir. Pour démarrer, Antoine Huchet, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Volontiers. Treuil Huchet, spécialiste du treuil en France et en Europe. Nous sommes une PME familiale d'une 50aine de personnes. Et notre métier, c'est d'apporter des solutions techniques à des besoins de levage ou de traction, plus précisément à travers l'usage d'un treuil, qu'il soit manuel ou électrique. Nous répondons à ces besoins grâce à une gamme de produits assez large, complétée par la réalisation d'appareils sur mesure lorsque c'est nécessaire. Voilà, bien sûr, nous concevons nos produits et notre BE conçoit ces produits en cherchant à apporter des innovations dans les meilleurs délais possibles, ce qui est devenu un enjeu. Alors, sur quelle problématique exactement vous avez travaillé avec l'Université de technologie de Compiègne ? Alors, notre bureau d'études en particulier, puisque c'est du bureau d'études qu'il s'agit sur cette collaboration, d'une manière générale, par rapport à notre collaboration avec l'UTC, et elle s'est concrétisée de différentes manières. D'abord, par des stagiaires, à travers l'accueil de stagiaires. Nous en avons accueilli plusieurs ces dernières années. Et puis, ensuite, dans le cadre d'un programme d'accompagnement qui avait pour objectif l'amélioration de la performance du processus de développement de nouveaux produits, avec toujours de l'innovation, mais dans un temps de développement maîtrisé. Donc, il s'agissait d'améliorer le processus en termes d'innovation et de gagner du temps en termes d'innovation. Juste sur le processus. Je peux vous développer. Oui, c'était juste sur le processus, pas sur le travail pour un produit, une machine, un service, vraiment le processus. Voilà, exactement. C'était dans le cadre du management du processus et pas dans un cadre de R&D ou de recherche mécanique ou technique ou technologique comme vos exemples prestigieux ou en tout cas très techniques l'ont montré tout à l'heure. Voilà, on était sur le registre du management. Je peux vous expliquer si vous voulez. En 2-3 mots, si vous voulez, oui. En 2-3 mots. En fait, on a remis à plat le management du processus de développement de produits avec Monsieur Alberti. Donc, ça a consisté à décortiquer en détail nos méthodes de travail pour aboutir à une façon de procéder par séquençage, on va dire plus organisée, plus industrielle,
qu'on ne le faisait auparavant de manière un petit peu artisanale, on va dire, quoi. D'accord. Et alors, Pascal Alberti, votre mission d'accompagnement des entreprises, elle porte sur quoi? C'est toujours sur ce type de mission ou parfois vous avez aussi des accompagnements plus sur de la technologie, du produit, ou est-ce que ça reste dans ce domaine un peu du management Écoutez, ça dépend des champs d'activité de l'ensemble des enseignants-chercheurs. Nous, en fait, nous avons la possibilité d'intervenir soit sur le champ scientifique, soit sur le champ technologique en débloquant un certain nombre de verrous technologiques. Et puis, on peut aussi intervenir dans ce domaine particulier qui est le management ou ce qui tourne autour du management et de la gestion d'une entreprise. Alors, ça peut aller aussi sur l'économie ou sur d'autres domaines de ce champ-là. L'UTC, en fait, a un ADN qui nous a amené à être tout de suite en lien avec l'environnement économique. C'est une des forces de l'UTC, c'est son ancrage très fort avec le monde économique et social au sein de son territoire. Alors, Antoine Huchet, cette collaboration, ça a vraiment changé les choses, ça a amélioré la performance de votre entreprise? Je ne sais pas si… Je peux pas vous citer parce que… Vous m'entendez? Je vous entends, oui. D'accord. Oui, je peux pas malheureusement vous citer des exemples concrets qui, pour l'instant, relèvent d'une certaine forme de confidentialité parce que les produits sont pas encore sortis, mais je peux vous donner un petit peu de détails sur la méthode. C'est que nous avons en fait décomposé le processus avec en amont une mise en place de la captation des idées, qu'elles soient internes ou externes, qu'elles viennent du marché, qu'elles viennent de nos ingénieurs, nos commerciaux, voilà. Et une fois capté, le bureau d'études s'est réorganisé pour rechercher et développer des innovations qui sont, une fois mises au point, mises sur étagère, on va dire, pour schématiser. Et par la suite, ces innovations, ces progrès sont adaptés à des cahiers des charges de clients, de besoins spécifiques qui nous sont apportés par des clients, ou à des développements de produits, de nouveaux produits standards entre guillemets, qui émanent de la volonté de la direction ou du marketing de créer telle ou telle gamme de produits. Donc on s'est créé une bibliothèque, une boîte à outils de solutions dans lesquelles on va entre guillemets qu'on va chercher quand on en a besoin pour apporter des solutions à nos clients. Merci à tous les deux pour nous avoir présenté ce cas de collaboration assez atypique ou peu courant en tout cas sur le management du processus. Alors voici le moment de vous présenter le troisième et le dernier binôme de cette thématique qui est composé de Vianney Souplet, cofondateur de la start-up InnoBiochips, et de Sabine Suneritz, professeure à l'Université de Lille et chercheuse au CNRS. Alors, bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Je vous laisse vous installer et je vais commencer avec vous pour une première question. Sabine, vous êtes le seul chercheur français à avoir vu un de vos projets être retenu par l'Europe. Sur quoi portent vos recherches? Bon, nos recherches est bien située à l'interface entre la chimie, les matériaux et la biologie. Et ça porte notamment sur la synthèse des nanostructures pour le but thérapeutique. Donc, on peut parler de nanomédecine. Mais l'autre volet, c'est la diagnostic. Donc, utiliser cette connaissance en nanostructure pour améliorer la diagnostic. Et c'est dans ce contexte, le projet européen Cordial S est situé. Donc, c'est basé sur une méthode optique pour mesurer dans 20 minutes en manière parallèle si une personne est infective de Covid ou pas actuellement. Donc, c'est un projet qui est en étroite collaboration avec des autres
gens ici dans la Haute-France, notamment avec les CHU Lille, avec tous les virologues présents, mais aussi avec l'Université de Marseille, avec des gens de la structure biologique qui nous aident beaucoup à synthétiser les ligands, et une entreprise MedTech à Compiègne qui nous aide éventuellement à mettre les produits sur les marchés, parce que c'est un peu l'enjeu de ce produit. Dans un an, l'Europe veut qu'on a un CE marketing, donc on verra si on arrive. D'accord, donc des recherches qui vont aider à détecter plus rapidement, peut-être, c'est ça, les personnes Exactement, touchées par le donc Covid. c'est un test antigénique, comme Oui, les tests dont on à entend beaucoup boîte. parler en ce moment, oui. Et il faut absolument dire que la raison, on est peut-être sélectionné pour ce projet européen parce qu'en mars, on a eu un support de ICIT derrière qui nous a aidé à valider le concept au labo et qui était le but de cette aventure. D'accord. Alors, Vianney Souplé, de votre côté, InnoBiochips, qu'est-ce que c'est? En quoi elle peut profiter, votre entreprise peut profiter des recherches qui sont menées par Sabine? Eh bien, InnoBiochip, c'est une société de diagnostic qui est active dans le domaine du diagnostic médical. Et notre métier au quotidien, c'est d'imaginer, de développer et puis ensuite de produire des dispositifs d'analyse qui ont la particularité d'être multiparamétriques. Alors aujourd'hui, dans le monde du diagnostic, c'est une industrie qui est basée sur un modèle simple. Vous avez un échantillon, vous faites une analyse, vous avez une information. Nous, notre métier, c'est quand on a un échantillon, on fait une analyse, on sort une collection d'informations pour avoir une vision hautement résolue de l'échantillon et donc de l'état clinique du patient. Alors, l'idée, ce serait d'utiliser à terme les travaux de Sabine, c'est ça? Pour commercialiser quelque chose de... Ça fait partie des discussions. Bon, il se trouve que j'ai vu Sabine présenter le projet Cordiales au cours d'un comité. Donc, là, j'ai levé la main en disant, bah, écoutez, nous, on est déjà impliqué dans cette industrie, on a déjà des produits sur le marché. Et sans doute qu'on a des choses à se dire, on a des expériences à échanger. On a partagé nos visions. Ensuite, on s'est dit qu'on pouvait effectivement croiser. Vous savez, quand on développe ce genre de choses, on a besoin de tout un tas de réactifs, de contrôles pour vérifier que tout se passe bien dans l'étape de recherche. Et puis aussi d'échantillons de patients et puis de connaissance de ces échantillons. Donc, nous, on a dit, voilà, nous, on a accès à des échantillons de patients. On peut mettre à disposition notre expertise. Sabine travaillait sur des réactifs aussi, qu'on peut tester sur notre système. Et puis voilà, et puis on commence à s'échanger des tubes de produits, des idées. Et puis voilà, après, advienne que pourra. Ça s'est fait assez naturellement, alors, ces Oui, échanges. Et vous êtes engagés tous les deux dans un travail de longue haleine, enfin plutôt sur le long terme. Quelles sont à chacun vos ambitions aujourd'hui? Comme Vianney a déjà dit, donc je connais InnoBiochips sur le site internet et par les prix. Donc c'était avec grand plaisir que Vianney était dans la jury. On a présenté notre concept Cordial, qui est un peu unique, comment mettre un antigène générique sur une interface. Et à la fin, je veux dire, ça montre que c'est important qu'il faut faire des présentations parce qu'on ne sait jamais qui est dans cette salle, qui peut être intéressé par votre innovation. Et c'est un peu ça notre aventure qui commence depuis un mois et demi. Donc, pour le moment, on n'a rien fait que échanger des réagents. On regarde qu'est-ce que ça donne. Mais les premiers résultats ont l'air être très intéressants. Donc, on espère faire une aventure en long terme ensemble. Et de votre côté? Oui, alors vous dites c'est un travail de longue haleine, mais en ce moment, c'est la longue haleine qui va très très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, on a développé des dispositifs de diagnostic en 8 semaines, ce qu'on met d'habitude des mois, voire des années à faire, parce que les gens ont comme ça échangé beaucoup plus de réactifs. Les publications sont allées beaucoup plus vite. Il y a eu beaucoup de connaissances qui ont été mises à disposition. Donc, ça sera peut-être pas de la longue haleine. On va peut-être pouvoir aussi accélérer les choses, qui sait.
D'accord, en tout cas, merci à vous deux pour cette présentation. J'espère qu'il y aura aujourd'hui aussi des personnes dans la salle qui vous permettront pourquoi pas, de lancer de nouveaux projets. En tout cas, merci beaucoup. Donc, au terme de ces 3 interventions, ces 3 binômes, il y a peut-être des questions qui se posent dans le public. Je vous propose de prendre un petit peu de temps pour y répondre s'il y en a. Donc, si vous n'en avez pas encore posé des questions, on pourra, vous pouvez les poser via l'onglet questions de l'outil Livestorm. Donc, je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, je vous propose de découvrir tout de suite les vidéos de présentation des nominés DocForce. Donc, pour conclure cette deuxième partie, je vous propose de lancer tout de suite la vidéo du premier nominé et de le découvrir à présent. Bonjour, je m'appelle François Balavoine, je suis jeune docteur en génie électrique. Je vais vous présenter mon travail de thèse et sa portée applicative. Mon sujet s'intitule « Développement d'outils dédiés à l'optimisation de la rénovation de machines électriques de forte puissance ». Cette thèse a été cofinancée par la société Fliporichir via une convention CIFRE. J'ai été encadré au sein du LS2E, un laboratoire de l'Université d'Artois. Mon sujet est né de la problématique de l'entreprise Fliporichir qui intervient sur le continent africain, notamment en Guinée, à Conakry, pour rénover les alternateurs d'anciennes centrales hydroélectriques jusqu'à une puissance de 10 MVA. Tournée vers l'innovation, la société a souhaité sortir des rénovations traditionnelles en se dotant d'un outil innovant qui permet d'optimiser et d'améliorer les performances des alternateurs. Pourquoi rénover plutôt que d'installer du neuf? Les raisons sont multiples. D'abord, la rapidité d'intervention. La rénovation implique la réutilisation de nombreuses pièces comme la carcasse. Cela permet de conserver les constructions et infrastructures liées au génie civil, qui sont souvent onéreuses et longues à réaliser. Ensuite, la rénovation de l'alternateur présente un bilan très positif si on considère l'analyse de cycle de vie. Enfin, l'optimisation interne des éléments constitutifs permet soit d'améliorer le rendement, soit de tirer davantage de puissance ou les deux. Comment a-t-on atteint ces objectifs? D'abord en exploitant les matériaux actuels comme les aciers électriques à perte réduite ou les fils électriques isolés par des matériaux offrant une meilleure tenue thermique. Ensuite, en m'appropriant des règles de dimensionnement de machines électriques et en les couplant à des algorithmes génétiques. Enfin, en vérifiant avec un cas test réel mis en œuvre avec l'entreprise. Un cas concret. Un alternateur peut, à encombrement donné, produire jusqu'à 30% de puissance supplémentaire avec un rendement supérieur d'au moins 2 points. Quelles sont les retombées pour la société? L'outil permet aujourd'hui à Fliporichir de proposer à ses clients des optimisations environnementales et énergétiques de ces machines. Cela fait écho aux problématiques de transition énergétique, de troisième révolution industrielle. De manière concrète, Fliporichir, en partenariat avec le pôle Médée, travaille sur un contrat de rénovation optimisée d'une station de pompage d'eau d'une société française. Merci. Alors, je vous propose de lancer la deuxième vidéo tout de suite, dans la foulée, voir le deuxième nominé de ces trophées DocForce. Bonjour, je m'appelle Émile de Villers, j'ai 28 ans. J'ai fait des études d'ingénieur en génie électrique à Grenoble INP et à la fin de mon cursus en 2016, j'ai décidé de continuer en thèse CIFRE dans l'entreprise EOMIS Engineering. C'est une petite entreprise basée à Lille qui à l'époque était composée de 3 personnes et ma thèse était en collaboration avec 2 laboratoires, le L2EP de l'Université de Lille et le LS2E de l'Université d'Artois. Ma thèse portait sur le développement de modèles rapides pour la simulation du bruit des moteurs électriques et également sur la conception d'un banc d'essai pour la validation expérimentale. On développe et distribue un logiciel unique sur le marché et dédié qui s'appelle Manati et dans lequel j'ai intégré les modèles développés durant ma thèse et qui sont utilisés par de nombreux clients dans le monde entier. Par exemple, récemment, un client américain, un équipementier automobile du nom de BorgWarner, les a utilisés pour une application de turbocompresseur électrique. Alors, il faut retenir ici que les moteurs électriques, à la base, ne sont pas du tout silencieux et qu'en réalité, il y a des efforts de l'ordre de 10 tonnes par mètre carré à l'intérieur qui viennent déformer la structure et potentiellement générer un bruit particulièrement gênant. Je suis fier aujourd'hui de continuer l'aventure avec EOMIS et d'avoir grandi avec l'entreprise puisqu'elle compte désormais 13 employés et qu'elle est devenue experte reconnue mondialement pour le contrôle du bruit dans les moteurs électriques. Cette expertise est présente dans les laboratoires des Hauts-de-France depuis longtemps et c'est avec EOMIS qu'elle est devenue aussi source d'emploi.
Mes travaux de thèse ont aussi ouvert la voie à de nouvelles collaborations avec l'Université de Lille et d'Artois, puisque 3 thèses sont en cours et que l'on a fait plus de 30 publications scientifiques depuis 2016. On continue aussi à développer activement notre banc d'essai en open data pour qu'il devienne le premier cas de référence et que la communauté scientifique du bruit des moteurs électriques puisse l'utiliser librement afin de valider et de développer de nouveaux modèles dans ce domaine. Alors, vous connaissez désormais 4 des nominés de ces trophées Force Awards. Nous découvrirons les 2 derniers tout à l'heure dans la catégorie Force Partners et je lancerai également le vote du public. En attendant, je passe la main à Sébastien Dupré qui va animer cette 3e partie de soirée juste avant que l'on passe à la remise officielle des trophées.